Bonsoir à tout le monde. Je redis bonsoir parce que du coup, je pense que je ferai un montage et ça commencera là. Donc pour ceux qui écoutent en replay, qui regardent en replay, il y a eu une bonne heure de réglage technique pour savoir comment j'allais régler le son et l'image. Malheureusement, le son est moins bon que sur mon dernier live. Je ne sais pas pourquoi. J'ai changé de d'OBS entre temps et il règle moins bien le son de mon micro, donc c'est un peu un recul. Mais normalement, l'image est de meilleure qualité. En tout cas, sur mon retour de stream, ça a l'air d'être de meilleure qualité. Donc on gagne en qualité d'image, mais on perd en son. Désolé, j'espère qu'au fur et à mesure des streams, je vais pouvoir améliorer la qualité. Ce soir, j'avais envie simplement de parler de Wonder Home. Je me suis dit que ce serait sympa de faire de la lecture commentée. Ça fait euh, voilà, je lis beaucoup de jeux de rôle. J'adore lire des jeux de rôle. Ça me permet à la fois de m'inspirer évidemment pour mes propres jeux, mais aussi de découvrir plein de façons de créer du jeu de rôle, d'inventer du jeu de rôle, de présenter du jeu de rôle. Et avec Itch.io maintenant et la scène indépendante en général et en particulier en anglais il y a mais ils sortent des jeux mais tous les jours avec des concepts de folie et donc c'est vraiment passionnant en fait de découvrir tout ça et, euh, et voilà. Là, le jeu que j'ai vraiment en ligne de mire, là, j'en ai un certain nombre pour ce début d'année. Et l'un d'eux, c'est Wonder Home, parce que c'est un jeu dont la communauté indé franco parle pas mal déjà depuis peut-être 1 ou 2 ans, je ne sais pas quand est-ce qu'il est sorti. Et, euh, et, euh, et voilà, j'ai vraiment envie de le tester. Donc avant de le tester, bien, je l'avais lu déjà et je crois il y a un moment. Là, je me suis replongé dedans parce que j'aimerais vraiment proposer une partie. Donc, j'y ai pas encore joué. Donc, tout ce que je vais dire, c'est à prendre avec des pincettes parce que peut-être qu'en fait, je me plante totalement et qu'une fois qu'on est en jeu, c'est différent. Mais je trouve que c'est intéressant. En fait, ce qui m'intéresse dans la lecture de jeux de rôle commentés, ça va être de pouvoir aussi parler un petit peu de comment on présente un jeu, comment on le rédige, comment on fait passer des idées dans un jeu. Et donc je pense qu'il y a plein de choses à dire, même si on n'a pas forcément joué au jeu. Et peut-être que je pourrais refaire un retour plus tard, ou voir si techniquement j'arrive à vous faire un actual play, enregistré, etc. Mais voilà. Et puis c'est aussi l'occasion de parler des jeux donc du système qu'utilise Wonder Home qui est le Belonging Outside Belonging, le fameux Bob pour ceux qui ont peut-être entendu parler de cet acronyme, qui est un système qui est vraiment inspiré des jeux propulsés par l'Apocalypse, donc qui vient notamment de Apocalypse World de Vincent et Maggie Baker. Et bien c'est Avery Alder qui a proposé avec Dream Askew euh, un format un peu différent de jeu propulsé par l'Apocalypse sans MJ et sans dé. Et donc c'est devenu toute une famille, une sous-famille en quelque sorte des jeux propulsés par l'Apocalypse, qui est peut-être moins connu, même si là on commence à avoir pas mal de jeux qui sortent. C'est plus connu probablement en anglophonie, un peu moins en francophonie. Euh, et donc là, on a Wonder Home qui est un jeu de J-Dragon qui a été traduit par Melville donc il y a déjà quelques temps. Et donc c'est sur cette traduction du kit. Alors c'est pas le jeu complet, c'est une traduction. Salut Sandrone. Une traduction du kit donc de découverte. Et donc voilà, donc le jeu est beaucoup plus long, il fait quelque chose comme 200 pages, il n'a pas encore été traduit en français, j'espère qu'on aura une version française un de ces jours, mais en attendant on a un beau kit de découverte qui a été traduit en français, qui est disponible sur Itch.io, je vous mettrai le lien dans la description du replay, euh, et sinon vous n'hésitez pas à taper simplement Wonder Home et Itch.io ou Wonder Home J-Dragon
vous trouverez sans problème. Euh, À noter aussi avant que je commence, il y a aussi du contenu additionnel en VF par Axolot. Vous pouvez voir ça sur Itch.io aussi. On a des natures, des nouvelles natures et des livrets de personnages, 2 livrets de personnages. Donc vous pouvez aller voir ça. Je vous mettrai le lien aussi avec le reste des liens. Voilà, on va pouvoir se lancer dans cette lecture. Voilà donc Wonder Home kit de découverte. Alors je vais évidemment pas tout lire parce que bon ce serait pas forcément très intéressant. Là on est sur 42 pages, très joliment mise en page. La maquette est vraiment très très chouette, reprend bien l'ambiance du jeu. Il y a quelques illustrations aussi qui sont vraiment très jolies. Alors vous allez me dire si au niveau de l'image ça lag pas trop. Euh, je vais essayer de vous montrer une illustration. Il y a vraiment des chouettes illustrations. Tac tac tac. Voilà, par exemple celle-ci. Je vais mettre le chat sur le côté pour que je puisse suivre sur mon téléphone. Voilà. Non. Décidément, ce soir, ça ne veut pas. Hop, je relance l'application Twitch. D'accord. Décidément les soucis techniques. Donc j'ai l'application Twitch sur mon téléphone qui me permet de regarder le chat qui bug. Évidemment. Sinon ce serait pas drôle. Tant pis, bah, je vais jeter un œil de temps en temps sur l'autre fenêtre pour voir ce que vous dites. C'était les illustrations en VO déjà. C'est une bonne question. Bah, on va peut-être regarder ce que je crois que j'avais mis en lien. Alors c'est pas le kit de démo, je crois. Ici, j'ai... Donc là il y a le jeu donc, tel qu'il est présenté sur Itch.io. On voit d'ailleurs qu'il a gagné les Annie Awards pour sa couverture, pour les illustrations intérieures et aussi pour Best Family Friendly Game, qu'on va traduire par le meilleur jeu familial, amical. Voilà, il a gagné aussi il a été finaliste du Nebula Awards pour la qualité de son écriture et le Gaming Awards finaliste pour le meilleur jeu de rôle. Le meilleur jeu de plateau d'ailleurs, un tabletop game. Donc voilà, il a reçu pas mal de récompenses ou en tout cas de nominations. Alors, je sais pas si on voit le kit démo parce que du coup, entre temps, le jeu a été kickstarté, il est sorti, voilà, tout simplement, et il est disponible là sur Itch.io en anglais pour 25 $. Vous pouvez le voir ici. Il y a moyen d'avoir des communautaires. Actuellement, il n'y en a plus. On peut télécharger la démo ici. On peut regarder. Alors non, la démo, on sait, non, ce sont les personnages, ce sont les feuilles de personnages. Donc je ne sais pas, du tout. J'imagine que oui, là, ça devait reprendre les quelques illustrations qu'il y avait d'origine dans la version, de la VO quoi. Donc bon, je vois que l'image lag un peu, mais ça a l'air d'être lisible, c'est cool. Au moins on n'a pas le son parfait, mais on a une image qui est plus correcte que la dernière fois, tant mieux. Alors on reprend un petit peu. On va reprendre au début. Alors je me souviens pas forcément de tout, hein, donc je vais peut-être relire certains passages, on va voir un petit peu. On a d'abord donc on part sur le voyage, le premier chapitre. Avant ça, on a le petit sommaire qui va bien. Il n'y a pas beaucoup de chapitres puisqu'on est sur 42 pages. Et puis ensuite, on a donc le premier chapitre, le voyage. On a une introduction qui va être très romancée, on va dire, quelque
quelque chose d'assez poétique. Dans l'ensemble, le jeu est écrit de manière très poétique, c'est très plaisant à lire. Euh, et d'ailleurs, je trouve que la traduction qui a été faite, notamment par Melville, elle est vraiment je trouve, très fidèle à l'esprit. Quand on lit, moi j'avais lu du coup la version, j'ai parcouru la version anglaise en complète, et c'est vrai que ça ressemble vraiment, on retrouve vraiment la même poésie, donc ça c'est chouette. Après cette petite introduction poétique, on nous parle du pays d'Aeth. Euh, et là, c'est première chose qui me semble assez intéressante. Alors pour les gens qui ont l'habitude des jeux indés, ça va certainement paraître assez habituel. Ça se retrouve dans beaucoup de jeux maintenant, mais j'aime bien comment c'est présenté. C'est-à-dire que tout de suite, on nous dit: je ne vais pas te dire l'histoire de Pays d'Aès et de tout ce qui advint. Je pourrais bien entendu. Il y a une légende qui court dans les becs de toutes les vieilles pilles et à travers les craquelures de chaque pierre. Je pourrais te conter le premier roi, la montagne en l'air et le pacte démoniaque qui les signa, etc., etc. Donc il nous dit euh, tout ce qu'on va pas avoir dans ce livret, euh, parce que en fait l'univers dans Wonder Home ne va pas être figé dans le marbre. C'est pas un univers encyclopédique, c'est un univers qu'on va construire ensemble, puisque, comme je l'ai dit, c'est un Belonging Outside Belonging, c'est un jeu sans MJ, donc on va construire ensemble le monde. Pour autant, l'univers est construit en ce que j'appelle des axiomes, c'est-à-dire au lieu de se dire on va définir tous les petits détails de l'univers, c'est quoi, qu'est-ce qu'il y a comme ville, qu'est-ce qu'il y a comme culture, qu'est-ce qu'il y a comme espèce, etc. Non, on va donner des grandes lignes, des grandes règles en quelque sorte, qui vont nous donner une idée en fait de à quoi ressemble l'univers de Wonder Room, et à partir de là, en tant que joueur et joueuse, on va pouvoir peindre avec cette palette qui nous est proposée. Donc là, on a la S est un pays magnifique, sans limite, plein de vie et d'âme, par exemple. Donc après, donc c'est un petit peu plus détaillé. On nous dit la S est le pays du petit peuple bestiole. Donc ça, c'est une caractéristique assez sympa de Wonder Home, c'est qu'on joue tous les personnages, que ce soit PJ ou PNJ, sont des animaux anthropomorphes. Donc on peut jouer tout un tas d'animaux, et ça donne déjà tout de suite une ambiance très chouette, un peu comme des contes pour enfants ou ce genre de choses. On est un peu dans une ambiance un peu Ghibli aussi. C'est assez coloré, les illustrations aussi nous rappellent un peu tous ces genres d'ambiance, d'illustrations aussi de livres de contes, de livres pour enfants, etc. Hop, jette un œil sur le. Donc voilà, comme mon application ne veut toujours pas se lancer, donc je vois pas si vous m'envoyez des messages. Non, c'est bon. Tac. Et ben, décidément, j'ai l'application vraiment de Twitch qui veut pas se lancer. Je vais relancer mon téléphone. Tant pis. Tant pis. Continuons. On nous dit aussi que la haie est remplie d'insectes. Alors c'est vrai qu'il y a il y a tout un petit délire autour des insectes, notamment autour des bourdons. Ça, c'est quelque chose qui va revenir beaucoup. Des bourdons qui servent d'élevage ou je crois aussi comme bêtes pour se transporter. Euh, voilà. On a aussi la haie est marquée par une grande culture de l'hospitalité. Ça aussi, c'est un axiome que je trouve très intéressant parce que en gros, ça nous donne à la fois une indication sur l'univers, c'est-à-dire comment se comportent en général les personnages dans cet univers, mais ça donne aussi tout de suite une ambiance pour le jeu. Quand on dit une grande culture de l'hospitalité, on s'attend à ce que ça soit pas un jeu où on va essayer de tuer les autres, où on va être en compétition, voilà, tout de suite on nous donne l'ambiance que on joue des petits animaux anthropomorphes, on va entreprendre un voyage et il y a voilà, cette culture de l'hospitalité. Quand on va aller dans de village en village, de lieu en lieu, on va être généralement très bien reçu et on va pouvoir
se nourrir de la culture de tous les lieux qu'on va rencontrer, qu'on va traverser, quoi. Et donc c'est doublé ici sur l'axiome suivant qui est en AS, nous serons amenés à rencontrer des gens qui sont sincèrement bienveillants. Donc, je trouve que pour moi c'est un game design de création d'univers, de présentation d'univers que je trouve très très élégant parce que en quelques traits, avec l'introduction un petit peu romancée, puis ces quelques axiomes, tout de suite on est plongé dans l'ambiance, on voit à peu près ce qu'on va jouer sans qu'il y ait des dizaines ou des centaines de pages d'explications. Et on sait qu'on va pouvoir construire avec ça. Et évidemment tout le reste aussi tout le reste du jeu va aller avec ces axiomes là. C'est-à-dire que c'est aussi une sorte de, 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 de prémisse aussi qui nous permet aussi de se plonger dans cet univers, de se plonger aussi dans l'esprit du jeu, des règles, etc. qui vont être à l'image de ces axiomes. On a aussi, je crois que j'ai raté un... Ah oui voilà, à droite on a un autre. Une autre chose c'est, les terres d'Aes ont été le théâtre d'une guerre, mais celle-ci a pris fin récemment. Désormais il n'y a plus de violence ici. Donc là on est clairement, c'est l'axiome qui nous dit, on n'est pas là pour faire on n'est pas là pour faire la guerre. On n'est pas là pour voilà. Donc tout de suite voilà, la bienveillance, l'hospitalité et en fait un monde pacifique en fait. Ensuite on nous propose des outils de voyage. Ces outils de voyage, en fait, c'est une façon poétique de parler des outils de sécurité émotionnelle. Là aussi, on a une jolie façon poétique, en fait, d'utiliser, de présenter les outils de sécurité émotionnelle euh, en utilisant en fait la poésie du jeu, en adaptant avec ce qu'on fait dans le jeu. Et en l'occurrence, ce qu'on fait dans Wonder Home, c'est un voyage. Et donc, on propose des outils qu'on va utiliser à la table concrètement, donc qui sont pas fictionnels, mais qui reprennent le champ lexical du voyage et même dans la façon dont on va formuler les demandes qu'on va faire aux autres pour faire en sorte que ça se passe bien. Donc, par exemple, on a et si on faisait plutôt ça? Donc c'est pour dire, c'est une formule en fait. On nous propose des formules en fait qu'on peut utiliser pour pouvoir négocier en quelque sorte, pour pouvoir gérer si on n'est pas d'accord entre nous, etc. Donc et si on faisait plutôt ça, c'est une façon de dire bah là à ce moment-là de la partie, on est en train de partir sur quelque chose et bah moi en tant que joueur ça me plaît pas trop. Et plutôt que de dire ça me plaît pas ou de faire la gueule ou de faire une forme d'anti-jeu où en fait tout le monde est en train de partir dans une direction et puis on fait agir son personnage. Ça j'ai pu voir ça des fois sur des tables où eh ben, on va avoir tendance à faire de l'anti-jeu, on va pas vouloir jouer dans le sens des autres joueurs ou joueuses ou dans le sens de la MJ, et puis du coup ça casse un peu le plaisir de tout le monde. Donc et si on faisait plutôt ça, c'est une manière de demander, ok moi je suis pas chaud pour ça, est-ce qu'on pourrait pas faire plutôt ça? Et donc là ça ouvre une négociation. Sommes-nous toutes d'accord pour aller là? C'est à peu près le même, le- les mêmes idées. Peut-être plus axé sur les thématiques quoi. Et, là c'est la traduction, on perd peut-être quelque chose dans la traduction. Est-ce qu'on est d'accord pour aller dans ce sens-là, pour aller dans dans cette direction-là en termes de thématique, en termes de voilà si par exemple à un moment donné le, le, euh, le jeu comment je sais pas quelqu'un propose ou quelqu'un propose quelque chose qui va aller plutôt vers quelque chose d'un petit peu, je sais pas, horrifique ou quelque chose d'un peu ou qui peut mettre mal à l'aise, ben on peut vérifier, voilà, est-ce que vous êtes tous d'accord pour aller dans ce sens-là? De la même manière, où allons-nous ensuite? Qu'est-ce que tu en penses? On peut faire une pause, tout simplement. Donc là, c'est vraiment très concret, demander une pause. Mais là c'est là où je trouve que c'est très élégant, c'est que c'est aussi la pause dans le voyage,
Voilà, à un moment donné, ben, effectivement, quand on est en train de faire un voyage, quand on est en train de faire une randonnée, à un moment donné, on peut demander une pause. Ah là, je suis fatigué, j'ai besoin de reprendre mon souffle. Est-ce qu'on peut faire une pause? Et puis le dernier, c'est non. C'est le pouvoir de tout simplement, si vraiment malgré tout ça, on n'arrive pas, on n'arrive pas à négocier, etc. À un moment donné, bah, de dire bah non, là, ça me convient pas. C'est important. Il y a vraiment cette idée dans les outils de sécurité émotionnelle. Je sais plus si c'est dit exactement ici, mais il y a cette idée que le bien-être de toutes et tous est vraiment le plus important. Et il vaut mieux arrêter la partie, il vaut mieux renoncer à certaines choses plutôt que ça mette mal à l'aise quelqu'un, quoi. Et le dernier d'ailleurs, qui est sur la page suivante, c'est quitter les lieux. Donc c'est l'idée que si vraiment on trouve pas de solution et qu'il y a vraiment quelqu'un qui se sent pas bien ou à qui ça convient pas, ça peut être aussi juste de l'ennui, ça peut être vraiment de n'importe quoi, eh ben on peut quitter les lieux. Donc quitter les lieux, ça veut dire en fait arrêter la partie tout simplement. Euh, Ça peut être aussi tout à fait valable de dire à un moment donné, ben là on s'amuse pas, ou il y a au moins une personne qui s'amuse pas, donc on arrête quoi. J'aime bien la formulation traduction sur 20 de manière non ironique. Oui, oui, je trouve vraiment que la traduction est vraiment de qualité. C'est vraiment une belle traduction. Ensuite, on arrive sur les premiers pas. En fait, là, ça va être tout un chapitre pour bah, se mettre d'accord tout simplement sur ce qu'on va jouer dans la fiction. Donc c'est tout autour du voyage. Euh, et donc pareil, il y a une sorte de métaphore filée sur le voyage qui sert à la fois de se décider à ce qu'on fait dans la fiction, mais aussi un petit peu les attentes qu'on va avoir. C'est ce que j'appelle les attentes de contenu. Et elles sont contenues à ce moment-là, c'est-à-dire voilà, qu'est-ce qu'on aimerait faire comme type de voyage. Alors je vais essayer de vous trouver des exemples. Préférons-nous une fable champêtre et légère ou va-t-on au contraire laisser de la place aux blessures et à la reconstruction? Donc ça c'est une manière de se poser. Je rappelle hein, qu'en plus il y a pas de scénario, il n'y a pas de MJ, donc il faut tous décider ensemble dans quelle direction on va, quelle thématique, quelle ambiance on a envie d'aller. Donc c'est le genre de questions, on va répondre ensemble, ça va permettre de savoir, ok, est-ce qu'on fait quelque chose de plutôt chill ou basé sur le quotidien, voilà, ou est-ce qu'on s'accorde un petit peu d'aventure, même si c'est un jeu qui est pas fait pour faire de la guerre ou pour faire des conflits armés, etc. Mais on peut quand même ajouter des petites notes horrifiques, des petites notes, on peut rajouter des petites notes de compétition, voilà, donc voilà, on trouve un petit peu ouais, les jauges en fait, on va se jauger un petit peu dans quelle ambiance on a envie de se mettre. Euh, on a aussi des choses au niveau de comment on gère aussi à la table. Est-ce que nous souhaitons qu'une personne fasse office de guide, que ce rôle tourne entre plusieurs personnes ou qu'il n'y ait pas de guide du tout? En fait, même si c'est donc un belonging outside belonging qui est prévu sans MJ, en fait, on a l'habitude de dire c'est pas sans MJ, en fait, c'est tous et tout MJ. C'est-à-dire qu'en fait, on va répartir, voilà, traditionnellement, les joueurs et joueuses vont, enfin, la plupart des joueurs et joueuses vont jouer un personnage et les responsabilités qui tournent autour de ce personnage, quelle est leur famille éventuellement, quel est l'équipement qu'elles ont sur elles, etc. Et il va y avoir un meneur, une meneuse qui va décider de tout le reste, donc du décor, des PNJ, etc. Là, évidemment, comme il n'y a pas de MJ, ben, il va falloir répartir, c'est tout l'enjeu des belonging outside belonging, on le verra plus tard, de répartir le travail du MJ pour que tout le monde puisse en prendre un petit morceau et qu'on on puisse du coup créer l'aventure et jouer à la fois son personnage, un personnage individualisé, et puis bah, toute l'aventure autour, les décors, les PNJ, les créatures qui habitent ce monde. Maury nous dit les tentes c'est important en voyage. Par rapport aux attentes, c'est ça? Bien vu, effectivement. Euh,
Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc voilà, et donc cette question-là, est-ce qu'on a envie qu'il y ait quelqu'un qui fasse office de guide? C'est une façon de se dire, est-ce qu'il y a quelqu'un, souvent on parle aussi de facilitateur ou facilitatrice, c'est-à-dire peut-être par exemple quelqu'un qui a déjà joué au jeu ou qui a lu le jeu et qui va pouvoir guider les autres pour savoir comment on joue. Euh, il peut y avoir plusieurs personnes aussi qui connaissent le jeu et donc comme ça on peut transmettre les règles, on peut transmettre voilà, et ça peut aussi jouer en termes de responsabilité de la narration, c'est-à-dire que on peut tout à fait, même dans un belonging outside belonging, dire à un moment donné, bah en fait il y a peut-être quelqu'un qui va pas jouer un personnage, je sais pas, je crois pas que ce soit dit dans Wonder Home, peut-être dans la version complète, on peut tout à fait dire bah en fait moi par exemple je vais pas jouer de personnage et je vais faire le travail traditionnel qui est du MJ, c'est-à-dire je vais plutôt m'occuper du décor, des PNJ, etc. C'est tout à fait possible aussi. Et on peut même avoir deux personnes qui n'ont pas de personnage. Admettons, on joue à 3 ou 4. Et en fait, il y a deux personnes qui vont uniquement se servir donc de, je sais plus comment ça s'appelle dans ce jeu, mais en général on appelle ça des cadres, donc qui vont donner des éléments pour pouvoir créer, pour pouvoir maîtriser le jeu, pour jouer justement le décor, pour jouer les PNJ, etc. Ben, on peut avoir tout à fait deux personnes qui font ça, un peu comme des MJ, et puis un ou deux autres personnes qui vont jouer un PJ. Toutes les configurations dans l'absolu sont possibles à partir du moment où on éclate en fait les responsabilités du MJ, ben on peut les distribuer. En fait, il faut voir ça comme ça. C'est un peu comme des cartes. On distribue les cartes. Alors, il y a des gens qui vont être plus à l'aise à être MJ, donc du coup, ils vont pas hésiter à prendre des cartes où ils vont utiliser le décor, les PNJ, etc. Puis d'autres qui sont plus à l'aise à jouer leur personnage. Des fois, c'est plus c'est plus facile de se centrer sur juste l'interprétation de son personnage, et donc c'est tout à fait possible qu'on se retrouve même des fois avec des configurations qui ressemblent au traditionnel MJ joueur et joueuse, mais l'important c'est que du coup on se mette d'accord sur comment on distribue. Et l'autre chose qui est peut-être un petit peu plus difficile peut-être à gérer, mais on peut tout à fait aussi envisager de le changer durant la partie. Alors ça peut être un peu difficile je pense pour des joueurs et joueuses qui n'ont pas l'habitude, il vaut mieux éviter, je pense, il vaut mieux se mettre d'accord dès le début sur quelles sont les responsabilités qu'on se partage, mais pour des joueurs plus avancés, on peut tout à fait imaginer de se dire à un moment donné, au fur et à mesure d'une partie ou d'une campagne, de se dire ah ben là je me sens plus à l'aise, peut-être même pour des joueurs débutants, des joueuses débutants, ça peut être possible aussi de se dire ah ça fait deux trois parties qu'on joue, et je jouais jusqu'à présent juste mon personnage et je jouais assez peu le décor, les PNJ, ben je peux tout à fait, là je me sens vachement plus à l'aise, donc je vais peut-être m'emparer un peu plus des cas, donc les responsabilités peuvent aussi évoluer au fur et à mesure d'une partie ou d'une campagne. Euh, voilà, je sais pas si je suis bien clair, n'hésitez pas à poser des questions, puis pour ceux qui me regardent en replay, il ne faudra pas hésiter à me poser des questions en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Ensuite on nous parle du grand départ, c'est-à-dire un petit peu encore quelques questions aussi qui permettent de fixer un petit peu le groupe dans la fiction. De quel type de coin arrivons-nous tout juste? Donc le coin dans Wonder Home c'est les lieux qu'on va visiter. Donc on va voir il y a un système de création de coins. Les coins c'est des lieux, et donc on part du principe que on est peut-être déjà, alors je vérifie que je dise pas de bêtises. Ah non, voilà, non, le grand départ, c'est si on rejoue à Wonder Home. Donc, il y a cette idée en tout cas qu'avant de commencer une nouvelle partie, on va se rappeler un petit peu c'est quoi le coin qu'on a visité avant. Voilà, un certain nombre de questions. Est-ce qu'un jour je trouverai un foyer? Si, ça c'est une question. Je J'avoue que je sais pas encore, j'ai pas encore compris trop à quoi servait cette question. Chaque fois que nous nous retrouvons pour jouer à Wonder Home, nous prendrons chacune le temps de répondre dans notre tête à la question suivante: est-ce qu'un jour je trouverai un foyer? Je pense qu'il y a quelque chose d'assez poétique, assez... Ouais, j'aime beaucoup cette question. Je suis très curieux de voir ce que ça donne en jeu. Voilà. Ensuite, on arrive au chapitre jouer à Wonder Home. Donc là, c'est là où on nous expliquer un petit peu comment fonctionne le jeu. Euh,
nous partageons la responsabilité de faire vivre le monde à travers lequel nous voyageons d'une façon ou d'une autre. Tu peux t'emparer à n'importe quel moment d'une des natures du coin où nous nous trouvons et d'un quidam et commencer à les faire agir. Donc les natures, c'est comme ça que j'appelais tout à l'heure les cadres. Et puis les quidam, ça va être les personnages, les PNJ, si je me souviens bien. Tu peux les reposer ou les confier à une autre joueuse quand tu le souhaites, et au cours du voyage, il est possible que de nombreuses joueuses prêtent leur voix au même quidam ou au même coin. Donc on retrouve bien ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire on va se partager en fait le rôle du MJ, et à un moment donné, moi je suis en train de jouer tel PNJ, mais peut-être que plus tard dans la partie ou dans une autre partie en campagne, c'est quelqu'un d'autre qui va jouer ce quidam ou qui va s'emparer d'une des natures d'un coin. Donc c'est tout à fait, c'est très flexible quoi. Voilà, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Après, il y a des petites informations sur comment jouer les PNJ, comment jouer les coins, donc les lieux. Je vais peut-être regarder ce qui est dit. Voilà, on nous dit un coin est constitué de 3 natures qui existent indépendamment, tout en s'influençant mutuellement. À n'importe quel moment, quelqu'un peut s'emparer d'une ou plusieurs de ces natures et les faire exister métaphoriquement ou littéralement. Tant que tu tiendras une nature en main, tu auras complète souveraineté sur cet aspect du coin. Agis alors comme le ferait la nature, fais émerger des tracas propres au coin, décris le monde qui se déploie devant les voyageuses et pose-leur des questions. Les tracas propres à un coin émergent généralement au carrefour de ces différentes natures. Donc là, on nous détaille comment en fait on fait ce qui est l'équivalent en fait du MJ la distribution traditionnelle. Bien c'est ça. Donc on verra plus tard hein, dans le jeu, c'est présenté les coins et donc les natures des coins, etc. Mais c'est des outils qui sont vraiment très synthétiques et en même temps qui permettent de faire vite, d'improviser. Hein. Comme je le rappelle, c'est un jeu qui est sans préparation. Donc l'idée c'est qu'on puisse simplement prendre les coins, les natures et les quidam et puis inventer à la volée des décors, des personnages, etc. que vont rencontrer les voyageuses, les PJ quoi. Voilà, on nous parle des tracas, donc il y a l'idée quand même que c'est pas parce que c'est un jeu bienveillant où il n'y a pas de guerre, etc., qu'il n'y a pas de problème. Donc le but aussi on est un peu un peu côté MJ, quand on va utiliser les natures, les cadres, donc les coins, bah, ça va être d'essayer de créer des petites frictions, des petites choses intéressantes, je sais pas, quelqu'un qui s'est perdu, voilà, on a perdu tel personnage, il y a, je sais pas, des intempéries qui ont ravagé une partie d'un village, ou ce genre de choses, et donc tout de suite ça va créer des problèmes, et du coup les voyageuses et voyageurs, les PJ vont avoir envie de s'impliquer et probablement d'aider en échange de l'hospitalité, en échange de pouvoir se reposer avant de reprendre leur voyage. Ensuite, il y a là, je vais pas rentrer dans les détails parce que je me souviens plus des détails, mais il y a tout ce qu'on appelle le grand cycle de l'année. Donc, dans l'univers, il y a pas les saisons en fait, sont différentes des nôtres. Donc là aussi, on est vraiment dans la poésie, c'est très très chouette. Il y a 5 saisons différentes qui donnent un petit peu des ambiances différentes et puis des fêtes. Il y a aussi toute une idée que les fêtes sont importantes et donc on va arriver par exemple dans un coin, dans un lieu où bah là c'est telle saison et on arrive au moment de telle fête de telle saison et donc ça crée aussi une ambiance, ça crée plein de choses intéressantes. Donc voilà, je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est vraiment très très chouette à lire. On a la rutilante, d'abord la bondissante qui marque le début de l'année. Euh, il y a la rutilante, la respirante, la limonante et la frissonnante. Je trouve que la traduction est très très chouette. Ça, je trouve ça très très joli. Ça donne vraiment envie de se plonger dans ce petit univers, comme j'ai dit, qui est vraiment. Je sais pas à quel point il est plus détaillé dans le jeu complet, mais je trouve rien que dans le kit de découverte, il y a tout ce qu'il faut pour éveiller plein d'imaginaires vraiment chouettes de la nature, des animaux, des saisons, etc. Donc c'est vraiment chouette.
Alors voilà, bah justement, on a un chapitre qui s'appelle les guides, qui parle du fait qu'on peut ne pas utiliser de livret. Donc on n'est pas obligé de jouer. Donc les livrets, on verra tout à l'heure, c'est les personnages, les archétypes de personnages qu'on va pouvoir incarner. Et donc on n'est pas obligé d'en prendre un. On peut tout à fait être ce qu'ils appellent donc un ou une guide qui va simplement faire l'équivalent d'un travail de MJ, quoi. Et ensuite on attaque les livrets. Alors, donc là on nous explique un petit peu comment ça fonctionne. On nous dit que chaque livret correspond à un caractère particulier qu'on peut trouver dans la S, que le livret va nous demander de faire des choix. Donc ça c'est assez classique de manière générale dans les jeux propulsés par l'Apocalypse, le concept de livret, qui est souvent pas tant des classes de personnages comme on pourrait trouver dans des jeux à la Donjon et Dragon, mais plutôt les livrets dans les jeux propulsés par l'Apocalypse et par extension dans les jeux Belonging, Outside Belonging sont souvent axés autour de thématiques, ce qui permet en fait de créer tout un tas de gamme de personnages très différents avec un même livret qui peut avoir une apparence, qui peut avoir un caractère très différent, mais qui va tourner autour d'une problématique particulière, qui va tourner autour ouais, de problèmes, de problématiques, d'une thématique particulière. Je vais prendre après quelques exemples sur quelques livrets. Euh, donc voilà, là on nous explique un petit peu. On a quelque chose au niveau du genre. C'est important à préciser parce que Jay Dragon est une personne queer et donc du coup c'est quelque chose aussi qu'on va retrouver beaucoup dans le jeu. Euh, il y a plein de choses là-dessus et donc là on a parfois tu remarqueras des options qui utilisent un langage genré. Tu as la possibilité d'accepter, de rejeter ou d'ignorer la présence de ce genre. Les voyages en tant qu'environnements complexes et liminaux sont aussi des espaces de questionnement identitaire. Voilà, je pense que ça c'est assez clair. Euh, voilà, je crois qu'il n'y a pas grand chose à dire d'autre sur là-dessus. On a un petit encart sur Ensemble par hasard. Euh, alors, qu'est-ce qu'ils nous disent déjà dans ce. Voyageons peut-être quelque chose. Ah oui, voilà. Oui, c'est l'idée qu'en fait, on n'est pas obligé d'expliquer pourquoi les PJ voyagent ensemble et où ils vont, en fait. C'est pas du tout important. Et je pense que c'est vraiment c'est quelque chose qui tranche beaucoup avec ce qu'on a beaucoup dans les jeux d'aventure, même des jeux de voyage. Là, on est vraiment sur l'idée, on joue des personnes qui voyagent, mais on sait pas trop où ils vont. Ils peuvent avoir tous des objectifs différents. Ils peuvent changer d'objectif, mais en fait, c'est une manière aussi de dire que c'est un peu assez classique, quoi. C'est le voyage qui est important, c'est pas la destination. Mais en fait, c'est vraiment, je pense, une philosophie qui est au cœur de Wonder Home. Le fait de juste faire un bout de voyage avec, avec plusieurs personnages, rencontrer des cultures, etc. Et puis quitter ces personnages comme on les a, voilà, sans qu'il n'y a pas, je pense que c'est un jeu qui a pas forcément de fin, quoi, qu'on peut, je pense même que c'est un jeu qui doit être très chouette à jouer en table ouverte. C'est-à-dire que des gens peuvent rejoindre la partie durant une campagne parce que du coup c'est juste des gens qui voyagent ensemble et à un moment donné il y en a qui partent, qui prennent une tangente et qui partent dans une autre direction, puis il y en a d'autres qui les rejoignent et je pense que du coup ça peut être vraiment chouette de se dire allez on fait une campagne générale où du coup voilà ce qu'on appelle une campagne ouverte, c'est-à-dire tout le monde à tout moment peut rejoindre le voyage. Et tout le monde peut, et chacun aussi peut partir à tout moment aussi, ce qui aussi est quand même plutôt chouette ce genre de concept quand c'est difficile d'organiser des parties quand on veut jouer toujours avec les mêmes personnes. Euh, donc voilà, je pense que c'est un jeu qui s'y prête particulièrement bien. Si vous avez l'occasion d'y jouer, ça m'intéresserait vraiment de savoir si vous pensez que c'est le cas ou si vous l'avez peut-être fait vous-même, une campagne ouverte sur ce jeu. Je pense que ce serait une excellente idée. Moi ça me plairait beaucoup en tout cas. Peut-être que ce serait quelque chose que je pourrais essayer d'organiser.
Bon, c'est plutôt calme dans le chat, donc j'imagine que soit vous êtes parti dormir ou alors que vous m'écoutez avec attention, je ne sais pas. Parce qu'on va continuer. Tac tac tac. Ensuite on arrive sur ce que nous partageons. Donc là c'est une sorte de petit résumé des règles et qui va aussi nous introduire. Alors je sais plus si ça a été introduit plus tôt dans la... Comme j'ai pas tout lu, peut-être que j'ai oublié des choses. Ah non, c'est que j'ai sauté une page. Donc un des concepts importants des belonging, outside belonging, c'est... voilà, je repasse sur la bonne page. C'est le principe de jeton. Donc comme je disais, par rapport la différence avec les jeux propulsés par l'Apocalypse, c'est que on n'a pas de dés, on lance pas, donc généralement c'est 2d6 pour beaucoup, 2d6 plus une caractéristique. Là on va utiliser des jetons et en fait il y a un petit peu de la même façon, on va pouvoir gagner des jetons en faisant certaines actions et on va pouvoir dépenser ces jetons accumulés pour pouvoir faire des actions. Donc généralement les actions qu'on fait pour gagner un jeton, ça peut être des choses, alors traditionnellement souvent c'est se mettre en difficulté, se mettre en situation de vulnérabilité, donc c'est un petit peu comme si on faisait un 6- sur un 2d6, voilà, sauf que là on le décide de soi-même, on décide de rater quelque chose et du coup on gagne un jeton, et puis après si on peut le réinvestir ce jeton qu'on a gagné pour faire l'équivalent d'un 10+, c'est-à-dire une réussite, une belle réussite sur quelque chose. Là c'est un petit peu différent parce que Wonder Home étant basé sur ce côté très sur l'hospitalité, on a dit sur la bienveillance, etc. Là on va gagner des jetons quand on prend sur toi pour aider quelqu'une, quand on donne à quelqu'un quelque chose qui te tient à cœur, quand tu fais quelque chose de gentil sans rien recevoir en retour, quand tu laisses une offrande à une divinité minuscule ou oubliée, quand tu exprimes tes véritables sentiments sur un sujet, etc. Il y a même donc un côté un petit peu contemplatif. Prends un moment pour savourer la splendeur du monde et la décrit aux autres joueuses. Euh, donc voilà, donc c'est plein de petites de petites choses. Au lieu d'être dans on gagne un jeton euh, voilà, bah tiens, on nous parle justement dans le cadre juste après sur échouer. On nous dit tu auras peut-être remarqué que dans Wonder Home rien n'est dit sur le fait d'échouer. Cela ne veut pas dire que tu ne peux pas échouer. D'ailleurs, tu peux même décider d'échouer quand tu le veux. En fait, Wonder Home, en tant que jeu, ne se préoccupe pas de l'échec. On n'échoue pas souvent dans la vie. Parfois, on a du mal à faire quelque chose où on est dépassé, ou bien on fait quelque chose que l'on regrettera, ou bien encore on abandonne. Mais même ces moments ne sont pas vraiment des échecs dans le sens négatif du terme. Des erreurs, peut-être, des souffrances à cause de la cruauté des autres, des limitations naturelles après avoir accepté d'écouter son corps et son cerveau, mais cela ne veut pas dire que tu es une ratée, et cela ne signifie pas que tu as échoué. Ton voyage va simplement se poursuivre sur un autre chemin. Je crois que là, dans ce cadre-là, on a en termes de... Je pense que ça nous donne bien la philosophie générale du jeu. Et je trouve que c'est vraiment un chouette passage, c'est vraiment très très bien écrit. Et voilà, donc on n'est pas dans cette idée, beaucoup comme je disais, des belonging outside belonging, où on va échouer pour mieux réussir plus tard. Là c'est plutôt, on va donner de soi, on va exprimer ses sentiments, on va faire quelque chose de gentil, etc. On gagne des jetons et c'est grâce à ces petites réussites altruistes qu'on va ensuite pouvoir faire des actions positives. On a trouvé une solution à l'aspect matériel ou urgent d'un problème, donc on va pouvoir résoudre un problème, apaiser la douleur de quelqu'un, ne serait-ce qu'un instant, protéger quelqu'un des difficultés du monde, permettre à quelqu'un d'établir avec toi une relation intime, donner à quelqu'un quelque chose qui a le potentiel de la changer profondément, révéler une chose cachée sur elle qui nous fait face et lui demander ce que c'est, dire aux autres joueurs une chose importante sur le coin où nous nous trouvons, qu'on a le droit d'inventer une révélation importante sur le lieu, écouter les sagesses susurrées par les divinités minuscules et oubliées et demander aux autres joueurs ce qu'elles disent. Donc en gros on gagne des responsabilités narratives qui nous permettent de créer de nouvelles choses
chouettes euh, et qui vont aller dans le sens de l'aventure, là où dans le fait de gagner un jeton, on est plus sur l'altruisme, etc., sur la contemplation. Quand on dépose un jeton, on va pouvoir aider quelqu'un, on va pouvoir trouver une solution à un problème, euh, on va pouvoir changer le monde de façon assez importante en échange. Et je trouve que c'est une très très belle façon d'utiliser le belonging, outside belonging, pour transmettre une façon de jouer, une philosophie dans ce jeu qui est bien décrite dans ce petit cadre sur l'échec. On est très sage, nous dit Maury. Oui, effectivement, vous m'écoutez avec attention. Sandrone dit sinon pour la campagne ouverte, j'ai malheureusement dû me désister de la campagne de Melville qui a donné naissance à la trad juste avant qu'elle ne commence. Ça m'a bien attristé. D'accord. D'accord, donc en fait, c'était une bonne intuition. Donc Melville avait lancé une campagne ouverte. Donc ouais, ça me semblait effectivement hyper, enfin, vraiment adapté à ce jeu-là, quoi. Euh, Bah, dommage pour toi que t'aies pas pu que t'aies pas pu participer, mais peut-être qu'on aura l'occasion d'en lancer une et puis que tu pourras participer, on verra. Je pense que je ferai d'abord un test parce que souvent quand je découvre un jeu, je suis hyper enthousiaste puis j'ai envie d'y jouer à fond et tout, puis après des fois je suis un peu déçu. Donc, je vais probablement faire au moins un one shot avec le kit de découverte pour voir ce que ça donne. Puis si je vois que le jeu me plaît vraiment, pourquoi pas lancer une campagne ouverte. Je trouve ça vraiment chouette. Euh, donc là, on a un petit peu un rappel donc de ce que nous partageons. C'est le rappel donc des outils de voyage, donc les outils de sécurité émotionnelle. Quand est-ce qu'on gagne un jeton, quand est-ce qu'on dépense un jeton. Euh, et là, on commence à rentrer dans les livrets. Alors, comme je dis, je ne vais pas rentrer dans les détails des livrets parce que ce serait assez long. Donc on va les parcourir rapidement. Ce qui va m'intéresser, c'est de regarder un petit peu comment en fait J-Dragon va utiliser les livrets pour parler d'une thématique particulière. Donc par exemple on a la danseuse. Ton fort intérieur, c'est un chant qui vient du cœur et pas juste une voix dans ta tête. Le monde ne te réduira pas au silence, tu es vivante, ta gentillesse est intense, expressive et joviale. Donc on va choisir d'abord un animal, ça c'est commun pour tous les livrets. Voilà, globalement, c'est assez typique aussi des jeux propulsés par l'Apocalypse et de toute cette famille-là. On a des choix, ce qui permet de ne pas inventer de zéro, qui nous donne déjà des idées. Moi j'aime beaucoup ce principe-là parce que ça permet à la fois de créer des personnages relativement rapidement, parce qu'en fait on fait des choix parmi des listes, et en même temps, du coup la personne qui va créer le jeu peut donner des indications sur c'est quoi la couleur du jeu, c'est quoi les thématiques du jeu, c'est de quoi on va parler dans ce jeu. Donc là, on peut choisir parmi certains animaux qui sont recommandés, et on peut aussi choisir parmi une bestiole enjouée et une bestiole optimiste. On verra que sur les autres livrets, ça va être d'autres adjectifs qui vont être ajoutés à bestiole, parce que là, enjoué et optimiste correspond au caractère qui est recommandé pour jouer une danseuse. Ensuite, on va choisir un certain nombre d'adjectifs. Donc là aussi, on retrouve des choses qui vont dans l'idée de la danseuse, enjouée, généreuse, charismatique, honnête, etc. On va choisir donc on en choisit quelques entrées là pour décrire l'apparence de son personnage. Donc là aussi, on verra que les apparences proposées sont différentes dans les autres livrets. Donc là, il correspond à ce qui pourrait être chouette à faire avec une danseuse. Donc une robe couleur coucher de soleil, un masque stylisé, des vêtements amples, etc. On voit bien, là c'est assez clair comment on peut imaginer en quoi ça peut être cool et en quoi c'est justifié, par exemple des vêtements amples, par exemple pour faire danser, pour que par exemple pour décrire comment les vêtements vont voler durant la danse, etc. Une robe couleur coucher de soleil aussi au niveau des couleurs, etc.
Euh, Ensuite, on a des questions qu'on va poser aux autres joueuses, ça aussi c'est assez classique dans les jeux propulsés par l'Apocalypse, c'est des questions qui permettent de créer des relations avec les personnages d'entrée de jeu avant même qu'on commence la partie, comme ça les PJ ne se connaissent pas de nulle part, ou en tout cas ils ont des liens qui permettent de créer de l'histoire pendant la partie. Donc là par exemple on a pourquoi est-ce que je te considère comme ma meilleure amie, pourquoi ne veux-tu jamais danser avec moi, pourquoi suis-je venu avec toi quand nous avons quitté la maison, à quand remonte la dernière fois où nous sommes restés éveillés toute la nuit pour regarder le lever du soleil. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a des questions qui créent des liens forts, comme pourquoi est-ce que je te considère comme ma meilleure amie, ce qui est vraiment intéressant parce que ça va tout de suite, évidemment, si c'est juste deux inconnus qui se sont jamais rencontrés, ça va pas être la même émotion qu'on va porter, alors que si les deux personnages sont meilleurs amis, tout de suite ça apporte quelque chose de fort et potentiellement qui peut être développé aussi pendant la partie, qui peut peut-être mal évoluer à un moment donné où l'amitié se perd un peu ou se regagne, etc. Donc ça crée tout de suite du drama qui est intéressant. Et à l'inverse, on a aussi pourquoi ne veux-tu jamais danser avec moi. Il permet de créer des problèmes aussi entre les personnages. Donc on imagine bien que dans un jeu comme ça, les personnages entre eux sont pas ennemis, ils peuvent être éventuellement rivaux, mais ils vont pas se taper dessus, ils vont pas se faire la gueule, mais il peut y avoir des petites mésententes, etc. Et ça peut aussi créer de l'histoire qui peut être intéressante. Ensuite, là on rentre dans des choix qui vont être vraiment spécifiques au livret. Là en l'occurrence ce sont des danses. Donc ça c'est assez chouette sur ce livret. On va choisir des descriptions de danse que nos personnages font. Donc par exemple on a une danse que tu danses avec les bêtes sauvages pour les apaiser et vous réjouir. Ou une danse que tu danses avec les innombrables divinités minuscules et oubliées pour obtenir chance et sagesse. Alors les divinités minuscules et oubliées, vous avez peut-être entendu, on les entend, ça fait plusieurs fois que je les cite. Si je me souviens bien, on en parle dans les plus tard pour les outils, pour les personnes qui vont gérer les natures, les coins, les quidam, etc. Il y a tout une petite chose autour des divinités qui est assez chouette aussi, qui crée une jolie couleur aussi au jeu où il y a des petites voilà des divinités comme ça qu'on peut rencontrer. Donc voilà, donc on a toute une série de danses qu'on peut choisir et qui à chaque fois qui ont un petit peu qui sont jolies ou qui ont un sens particulier avec la nature, avec l'eau, avec les animaux, etc. Et puis on a ensuite des objets. Donc là, ça va être un petit peu l'équipement en quelque sorte. Donc on peut choisir parmi un certain nombre de choses. Il me semble que là aussi c'est différent pour chaque livret. Là, on a par exemple quelques collations pour l'amicale créature assise sur ton épaule. Donc là c'est intéressant parce qu'on crée à la fois des objets et en même temps ça induit le fait qu'on a une petite créature qui nous suit partout, donc qu'on a un petit familier. Une chanson que tu siffles tout le temps, enseignée par un mentor réservé qui ne danse plus. Donc ce qui est intéressant c'est, il me semble, voilà c'est ça, c'est que chaque personnage est lié, pardon, chaque objet qu'on choisit est lié à un PNJ a priori. Je sais pas si ça peut être un PJ, c'est possible, mais je pense que c'est sous-entendu que ça nous permet de créer aussi du background pour notre personnage. Une belle paire de chaussures de danse offerte par un ami joyeux qui rit à tes blagues. Une dague offerte par une bande de hyènes drôles et bruyantes qui te considèrent comme faisant partie de la famille, etc. Ensuite, on a ce qu'on peut apparenter à l'expérience, donc ça quand on joue plutôt plusieurs sessions. Donc à chaque célébration entre deux saisons, donc les célébrations c'est les fameuses fêtes qu'il y a dans les différentes saisons, on peut choisir parmi la liste. Donc ça peut être apprends une nouvelle danse, donc là c'est spécifique à ce livret. Invente une nouvelle danse, réalise que tu as une qualité et que tu t'inquiétais de ne pas avoir. Donc en fait on fait évoluer notre personnage, non pas avec des stats, souvent dans les propulsés par l'apocalypse on a beaucoup de choses où on peut se rajouter des statistiques, gagner des nouvelles compétences en quelque sorte, des nouveaux traits, des nouveaux moves pour notre personnage. Là en fait on va plutôt gagner des choses qui font évoluer notre personnage d'un point de vue peut-être plus de son background. Voilà, on peut
peut même aller piocher des choses, ça aussi on retrouve ça dans les propulsés par l'Apocalypse, d'aller choisir un autre livret et puis récupérer des choses qui sont dans d'autres livrets. Quand on joue plusieurs séances, au bout d'un moment ça peut être intéressant quand on a un peu fait le tour de la thématique de son personnage, de se dire tiens je vais aller voir d'autres livrets et puis je vais aller récupérer des choses intéressantes qui sont dans d'autres livrets. Et enfin on a ce qu'on appelle tu peux toujours, ça c'est aussi quelque chose qu'on retrouve souvent dans les belonging, outside belonging. Il y a des actions pour gagner des jetons, des actions pour en dépenser, et puis il y a une sorte de qu'on peut appeler des moves neutres qui nous permettent de se dire comment on joue notre personnage, c'est quoi la ligne directrice de notre personnage, comment il se comporte de manière habituelle quoi. Donc là pour la danseuse on a danser distraitement, dire à tout le monde ce que le ciel est en train de faire, rire et sourire, faire des farces sans méchanceté. Voilà, donc des petites, c'est un peu aussi une sorte de guide d'interprétation pour son personnage que je trouve vraiment toujours chouette. Ça donne vraiment tout de suite, ça donne du corps à son personnage, même s'il n'a pas un background extrêmement développé. Mais tout de suite, on sait comment le jouer. On voit que la danseuse, ça va être quelqu'un plutôt de joyeuse, quelqu'un qui va être enjoué, qui va aller vers les autres, etc. Qui va faire des petites farces, etc. Donc, bon là je suis rentré assez dans les détails pour la danseuse pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne les livrets. Je vais passer un petit peu plus vite pour le reste, mais quand même on va peut-être faire un petit tour un petit peu des différentes thématiques. On a la Nitessence. Euh, alors la Nitessence, je crois que c'est quelqu'un qui a qui a une lumière sur elle, donc elle a une luciole à ses côtés qui lui montre toujours le chemin. Donc ça va tourner autour de cette petite luciole, c'est un peu la guide peut-être du groupe, euh, qui éclaire dans la nuit. On nous dit tu as comme compagnon une luciole qui restera à tes côtés quoi qu'il advienne. Elle dort le jour et se met à briller la nuit. Elle est toujours luminescente. Choisis un, deux pour décrire comment vous vous êtes rencontrés. Voilà, donc là pareil on choisit des choses, donc l'animal, donc il y a deux trois choses qui sont proposées. On voit que là donc la bestiole est différente, là elle peut être nocturne ou fiable. On a des adjectifs, de quoi décrire l'apparence, donc là aussi vous voyez que c'est différent. On a un manteau couvert de boue, on a un bâton de bois, un jeu de cartes, un violon bien aimé, une robe déchirée. Donc voilà, on est dans une ambiance un peu différente de la danseuse tout de suite et on voit un petit peu vers quel genre de personnage on peut aller. Et puis ensuite donc on a les traits vraiment qui rentrent dans la thématique, donc autour de cette luciole que suit la Nitessence, et puis donc les objets, toujours des objets qu'on choisit avec toujours un lien avec un PNJ qu'on peut inventer et donc créer du background, et puis donc les traits qui permet les choix qu'on va faire si on fait développer son personnage, et puis donc les tu peux toujours qui donne un petit peu le guide du personnage. C'est caresser ta luciole, estimer l'heure qu'il est, éclairer quelque chose dans l'obscurité, continuer à marcher, dire fais attention où tu marches, demander as-tu besoin d'un coup de main, l'autre reçoit un jeton si elle te dit oui. Voilà, donc ensuite on a la gare de Fallen. Alors la gare de Fallen, alors je crois que c'est autour des papillons de nuit. Les papillons voyageurs volent à travers tout la haie, apportant nouvelles lettres et de minuscules paquets. Tu parcours la terre, veillant sur ces papillons de nuit ainsi que sur leur tour. Tu es vivante, ta gentillesse est constante, rapide et sous forme de petits colis. Voilà, je me souviens, c'est effectivement le personnage qui va être un peu factrice, qui va délivrer des lettres ou des colis, et donc qui transporte avec elle des choses qui vont être transmises. Et donc on a tout un... voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails comme je dis parce que sinon on va y passer beaucoup de temps, mais on va choisir par exemple 3 lettres ou colis, une convocation du roi de la montagne en l'air, une lettre d'amour scellée à la cire, un panier de bonbons fait maison, etc. Et puis on va choisir la destination de cette lettre ou de ce colis. Donc tout de suite ça crée aussi une ambiance assez particulière pour ce personnage qui va être quelqu'un qui va transmettre des messages ou des objets importants, qui a une sorte de quête personnelle, et qui va comme ça livrer au fur et à mesure de son voyage des choses. On a ensuite la poétesse. Hop, je fais un petit tour sur le chat voir si se passe des choses.
Si le temps le permet, on en reparlera, nous dit Sandrone. Ça marche. Bon, je vous tiendrai au courant. De toute façon, si je lance une campagne ouverte, c'est l'avantage, elle sera pas fermée pour le coup. Donc je pourrais en parler un peu partout. Et puis ceux qui veulent nous rejoindre, ce sera avec plaisir. Alors, la poétesse, bah, je pense que c'est assez parlant. Hein. C'est quelqu'un qui écrit des poèmes, qui écrit sur le voyage en particulier. Tu as un projet d'écriture sur ton voyage. Euh, voilà. Ensuite, on a le ou la galopin. Qu'est-ce que c'est déjà? Je me souviens pas de tout. Hein. Je l'ai lu il y a quelques jours. Ah oui, il me semble que le galopin, c'est un petit peu le personnage qui court un peu partout, qui est un petit peu enfantin et qui va apprendre des choses sur son chemin. Donc on a c'est choisis une chose que tu portes avec toi ouvertement et non non ça c'est les objets. Non c'est voilà c'est sur les leçons c'est ça. Choisis ces deux leçons de vie qu'on t'a apprises et deux que tu as rejetées. Euh, Voilà, je sais plus exactement. J'ai un peu de mal à cerner là le personnage, je me souviens plus exactement. Cours, crie, joue, vole et surtout vis, tu es vivante, ta gentillesse est exubérante, sincère et naïve. Voilà, je le ressens comme quelqu'un d'un petit peu peut-être naïf, qui découvre un peu la vie, qui apprend des choses sur le chemin. Je crois que c'est quelque chose comme ça. À voir, faudra voir en jeu ce que ça donne si j'ai l'occasion de l'avoir joué. On a la bergère. On trouve des troupeaux de dos du bourdon. Hein, j'en parlais des bourdons tout à l'heure, des insectes dans tout la Est. Et s'occuper d'eux est un travail simple et honnête. Tu es vivante, ta gentillesse est sans borne, vigilante et douce. Donc là, c'est quelqu'un qui garde. Donc tu as un troupeau de bourdons. Et donc tu choisis jusqu'à 5 insectes qui se détachent du lot. Donc voilà, là on a tout le petit délire autour des bourdons qui est assez rigolo. Euh, voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le vagabond, la vagabonde. Euh, donc là, c'est plutôt quelqu'un qui a eu ouais, qui a fait des mauvaises choses. Hein. Donc choisis deux crimes dont tu as été faussement accusé et deux dont tu es bien la coupable. Donc voilà, t'es quelqu'un qui a un petit peu fait des bêtises et donc on est sur cette thématique-là. Voilà, et puis donc voilà pour les livrets, ça c'est terminé. On arrive au niveau des traits. Les traits, c'est ce qui va permettre de créer en fait donc ce que le jeu appelle des quidam, c'est-à-dire les PNJ qu'on va pouvoir créer. Donc on nous dit pour chaque quidam que nous avons sur une carte, nous précisons les choses suivantes. On va choisir son nom, ses pronoms, sa forme animale, ses relations avec une ou plusieurs voyageuses, un détail singulier, donc ça peut être son métier, un détail amusant, ses intérêts, et au moins deux traits, et ce qu'ils permettent au quidam. Donc les traits, c'est ce qu'on a à droite ici. Donc les traits artistiques, les traits intellectuels, physiques, pragmatiques, mentaux, sociaux, donc qui permet, c'est vraiment une sorte de générateur tout simplement de PNJ à la volée et qui permet tout de suite de créer des PNJ hauts en couleur qui vont en choisissant déjà un petit animal, en choisissant des traits et je trouve que c'est très très bien vu. Je pense que ça doit fonctionner hyper bien en partie parce que voilà on choisit deux traits par exemple imaginative et je sais pas moi euh, imaginative et bruyante. Tout de suite, ça nous donne une idée un petit peu de comment on va pouvoir jouer le personnage. Ou alors quelqu'un de sage et de déterminé, ou quelqu'un d'aventureuse et qui est une sorcière, par exemple. Donc, je trouve que c'est vraiment bien joué. Juste en choisissant deux traits, on va créer un personnage assez rapidement. Euh, et je pense que ça se fait très très bien à la volée. Et puis après on a toute une série de traits qui nous permettent de détailler un petit peu, je crois, les traits qui sont au-dessus, qui étaient définis dans la page précédente. Donc par exemple, on peut choisir bricoleuse, et dans bricoleuse on a des options. Inventer quelque chose de totalement nouveau, proposer une autre approche, dévoiler qu'un plan en cours à porter ses fruits, etc. Donc on va pouvoir voilà, donner des traits. Euh, Comment c'est décrit? Tous les quidam sur des dames de la plus
puissante divinité à la plus petite souris ont des traits de caractère. Les traits sont une description des caractéristiques d'un figurant, mais aussi un moyen pour celle qui le joue de faire des choix et de lui donner vie. Les choix que nous effectuons lors de la création des voyageux s'accompagnent bien souvent de traits définissant leur entourage, alors précisé en italique. Et puis on précise qu'on peut tirer aussi, parce que tout, en fait c'est des tables avec des D6, en fait on peut tirer un D6 au hasard pour choisir des traits. On voit que là il y a 6 catégories de traits et dans chaque colonne il y a 6 propositions, donc on peut tirer 2 D6 pour obtenir un mot. Et puis après, donc, je dis c'est détaillé, si on veut rentrer un petit peu dans les détails, ça nous donne des actions en quelque sorte. Par exemple, si on a choisi quelqu'un qui est imaginative, eh ben, on va pouvoir faire oublier quelque chose de vraiment important ou décrire un objet du quotidien d'une façon à laquelle nul n'aurait pensé. Et donc, ça nous permet à la fois de savoir comment jouer notre personnage en termes de caractère, mais ça va même plus loin, ça nous permet de nous donner des idées même de qu'est-ce que fait le personnage et comment ça peut créer de l'action, comment ça peut créer des petites choses rigolotes ou qui vont interagir avec les autres, avec les PJ. Voilà, donc ça je trouve ça très très... je crois que c'est assez spécifique à ce jeu. J'ai pas le souvenir d'avoir vu ça ailleurs, mais et je trouve ça vraiment chouette de donner des traits aux PNJ qui permet comme ça rapidement d'improviser, de leur donner un caractère avec les traits généraux, puis des actions qui nous permettent de tout de suite d'avoir des petites idées de quoi leur faire faire. Donc voilà, donc là on a chaque page détaille les traits, donc les 6 colonnes dont je parlais plus haut, traits physiques, etc., etc. Traits sociaux. Voilà, et on arrive aux natures. C'est là où on va nous expliquer comment on crée notre coin. Donc un coin, ça va être un lieu en fait tout simplement. On nous dit, on commence toujours notre voyage en arrivant dans un nouvel endroit. Pour créer notre premier coin, nous choisissons 3 natures ou les déterminons au hasard. Donc là pareil, on peut lancer des D6 si on veut les choisir au hasard. Chacune de ces natures est une brique fondamentale dans l'assemblage que constitue en définitive le coin. Donc il y a une idée vraiment d'association que j'aime beaucoup. Voilà, on peut tirer au hasard ou choisir des mots et puis en les associant, ça va créer tout de suite quelque chose de très évocateur et qui va nous permettre de créer un lieu facilement à la volée sans avoir un univers encyclopédique ou même des descriptions de chaque lieu. Donc par exemple, on va prendre un monastère. Et un lac par exemple. Donc et en associant ces deux mots, on va pouvoir se dire ah tiens, le monastère comment il est installé sur le lac, est-ce qu'il est au milieu du lac sur une petite île, est-ce qu'il est en bord de lac, etc. Et puis en groupe comme ça on va pouvoir inventer le lieu, puis dès qu'on voit quand notre personnage voyage et va arriver dans un nouveau lieu, on va pouvoir inventer comme ça un nouveau lieu, un nouveau coin assez facilement. Donc voilà, on nous détaille un petit peu comment on fait. Quand on a une bonne idée de l'aspect du coin, on fait un tour de table pour indiquer chacune un type d'espèce du peuple bestiole qui habite par ici. Donc il y a l'idée en fait que chaque coin, il y a une espèce de bestiole qui est très représentée. Ça veut pas dire qu'il y a que par exemple, je sais pas, c'est des souris par exemple. Tous les personnages sont des souris anthropomorphes, mais bien sûr, il n'y a pas que des souris dans ce lieu, mais il y en a beaucoup quoi. Et puis, on va arriver à ce que je parlais tout à l'heure, les divinités minuscules et oubliées, qui sont décrites ici. C'est la personne qui a parlé le moins. Ça, je trouve ça très élégant. Je trouve ça vraiment chouette parce que c'est vrai que quand on fait du world building, il y a souvent des gens qui ont plein d'idées et qui parlent assez rapidement. Et là, on a une mécanique qui nous propose de mettre en avant peut-être la personne qui a été la plus timide ou qui a peut-être eu peut-être un petit peu du mal à faire passer ses idées. Et donc cette personne-là va décrire à quoi ressemblent les petites divinités minuscules et oubliées. Donc vous voyez, il y a pas, pareil, elles sont pas décrites. C'est vraiment à la discrétion de la joueuse qui va inventer ça. On peut, avec on va dire tout ce qu'on a lu là jusqu'à présent de l'univers, on peut tout à fait imaginer à quoi peuvent ressembler ces petites divinités. Ça peut être des animaux, ça peut être des choses animistes, ça peut être du végétal, ça peut être ouais, je pense que ça peut être plein de choses intéressantes ou des choses pas forcément comment dire vivantes quoi. Ça peut être une sorte de pierre, ça peut être une sorte
de fantômes, enfin on peut imaginer tout un tas de choses, mais comme on a déjà toute l'ambiance générale, c'est assez facile je pense de pas tomber à côté de la plaque et de créer une divinité cthulhuesque dans l'ambiance du jeu évidemment. Je pense que le groupe va vite faire un veto, ou en tout cas on va même pas forcément y penser, à créer quelque chose qui n'a rien à voir avec l'ambiance générale. Euh, et ensuite on nous propose en quelque sorte des archétypes de nature. C'est-à-dire pour chaque coin on va pouvoir inventer, c'est une sorte de guide encore une fois pour improviser à la volée. Donc par exemple ça peut être une ferme. Donc si on choisit ferme, on a tout un tas de propositions qui nous aident à créer ce coin, et nous donne aussi des thématiques. Ça je trouve ça super intéressant. Il y a des sortes d'actions pour chaque nature. Par exemple, dans la ferme, on nous dit ce coin peut toujours, donc ça fait écho à ce qu'on a dans les livrets où il y a aussi le tu peux toujours qui est en fait les actions qui définissent un petit peu comment on peut interpréter son personnage. Là c'est pareil, on a ce coin peut toujours, comment on interprète le lieu et qu'est-ce qui va créer comme peut-être comme problématique ou comme ambiance. Donc là par exemple on a décrire la monotonie de la vie quotidienne, montrer à quel point les gens vivent de peu, demander vous voulez donner un coup de main, donnez-leur un jeton si elles s'y mettent, quelle que soit la manière. Donc voilà, ça nous permet de savoir un petit peu si on choisit ferme, tout de suite ça nous donne une idée de à quoi ça va ressembler. Si on choisit un marché, on va plutôt décrire ce qu'on peut trouver ici, on va pouvoir montrer quelqu'un en train de voler, ou proposer à quelqu'un une chose qu'il cherche à prix raisonnable et de lui donner un jeton si elle refuse. Alors vous voyez qu'à chaque fois, on y a toujours, il me semble que dans les livrets c'est la même chose, la troisième, la dernière en tout cas, action, c'est toujours quelque chose qui permet de gagner un jeton. Donc c'est aussi une manière de rajouter à la mécanique des jetons qui est vraiment centrale pour pouvoir, dans l'économie en tout cas du petit système de on gagne des jetons puis on les dépense. Euh, et puis voilà, après on a un peu comme, là ça ressemble vraiment au livret, c'est ça qui est intéressant aussi, euh, dans cette idée qu'il y a une sorte de symétrie, là où souvent dans les jeux plus traditionnels il y a vraiment une asymétrie entre ce que fait le MJ et ce que font les joueuses. Là en fait on traite finalement la gestion des lieux et des PNJ un petit peu de la même manière que les livrets, en leur donnant des actions, en leur donnant des choix pour les définir en termes esthétiques, en choisissant des thématiques, etc. Et donc qui donne des idées de comment interpréter son personnage et comment le customiser aussi en fonction de ce qu'on a envie sur le moment quoi. Donc voilà, donc après on peut choisir un monastère, une tour, un atelier, une prairie, un vallon, un sanctuaire. Donc ça aussi c'est intéressant parce que tout de suite ça donne aussi la couleur du jeu. C'est rien que choisir le type de lieu. euh, ouais, ça nous donne c'est quoi l'univers de Wonder Home. C'est-à-dire que c'est ça aussi que j'ai peut-être pas forcément dit, c'est que j'aime beaucoup en fait dans ce genre de jeu comment l'univers transpire de tout le jeu en fait. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un énorme chapitre où on nous décrit l'univers en détail, en fait on va disséminer toute l'ambiance du jeu euh, dans tout le jeu, que ce soit au niveau des mécaniques, donc le système de jetons, que là on investit quand on gagne des jetons, c'est quand on fait quelque chose de positif, quand on fait quelque chose d'altruiste, donc c'est totalement dans la philosophie du jeu, et ça nous donne aussi la couleur de l'univers, et pareil quand on crée par exemple donc les PNJ, quand on crée etc., eh bien on a plein d'exemples de ce à quoi ressemble l'univers, et du coup on le crée de façon un peu procédurale au lieu d'apprendre en quelque sorte à l'avance comment est le jeu. Et on peut voir que tous ces éléments respectent les axiomes qui ont été annoncés au début du jeu, c'est-à-dire les règles, les lois en quelque sorte qui ont été édictées sur cet univers. Et bien en fait toutes les choses qu'on trouve ici vont découler de ces axiomes et qui créent comme ça une cohérence. Juste en moins de 50 pages, on a un univers qui est extrêmement fouillé, avec des thématiques fortes, avec des thématiques avec plein de potentialités.
sans rentrer dans les détails. À aucun moment on nous a dit il y a telle ville qui s'appelle comme ça, et il y a tel PNJ qui s'appelle comme ça, et lui il fait ça dans telle ville, c'est un forgeron et machin. Non, à aucun moment dans le jeu on nous dit on nous décrit un PNJ, on nous décrit une ville ou quoi que ce soit, mais on a une très bonne idée de à quoi peut ressembler cet univers, et ça je trouve que c'est une force, pas spécialement de Wonder Home, il y a beaucoup de jeux qui font ça, des jeux à univers qu'on peut appeler des univers émergents, mais je trouve que c'est un très très bel exemple avec Wonder Home d'un jeu qui déroule comme ça un univers à la fois dans ses descriptions et dans ses mécaniques de jeu. Voilà, j'ai l'impression que bon, on a bien fait le tour. J'espère que j'ai pas été trop long. J'ai essayé de ne pas vous lire tout le jeu non plus parce que voilà, il fait quand même, comme je dis, 40 pages. Mais je trouvais que c'était un exercice intéressant. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. Si vous êtes intéressé, donc Wonder Home de Jade Dragon, il est disponible, donc son kit de découverte est disponible, alors que je me trompe pas d'onglet, voilà c'est ici, sur le itch.io de Melville. Donc pareil, je vous mettrai le lien dans la description. Donc c'est une traduction non officielle. On espère qu'il y aura prochainement une version française du jeu complet. Mais déjà, là je pense qu'on a, en parcourant, j'espère que ça vous a donné envie à minima de le lire, et j'espère d'y jouer, parce que je pense que c'est vraiment une petite perle de game design, rien que sur son kit démo. Moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup les kits démo en fait, parce que quand on se retrouve avec des jeux qui font 200-300 pages, on peut être vite assailli par les informations à retenir. Avec l'habitude, je commence à avoir de plus en plus l'habitude, surtout sur des jeux propulsés par l'apocalypse ou les Belonging Outside Belonging. Mais c'est vrai que, mais même avec ça, quand on se retrouve avec 200 pages à lire, bien des fois on est un peu perdu, on a du mal à se dire tiens je vais lancer une partie de ce jeu, parce que il faut déjà le lire au moins une fois, parfois deux, et repérer un petit peu où sont les informations importantes, etc. Alors que sur un kit de découverte, tout de suite il y a vraiment possibilité de jouer assez rapidement, avec peut-être moins d'options, avec peut-être moins de guides aussi, d'explications pour les règles et tout. Mais moi j'aime beaucoup, et je pense qu'il y a un art du kit démo en quelque sorte qui est, qui est intéressant à étudier aussi, comment en fait on peut pour moi les kits, ça on appelle ça des kits démo, mais pour moi c'est des jeux en fait en soi, et parfois peut-être pas des meilleurs jeux, mais en tout cas des jeux intéressants en soi, parce que le jeu complet peut parfois être difficile à, à obtenir, tout simplement, parce qu'il faut aussi des fois il n'y a pas, là c'est le cas par exemple, on n'a pas la version française, donc il n'existe que en anglais. Il y a le prix qui peut être une barrière, il y a plein de choses, donc les kits démo je trouve que c'est vraiment une belle chose pour pouvoir découvrir un jeu, et parfois le kit démo suffit. Ça me fait un peu penser, c'est peut-être un parallèle un peu étrange, mais si ça me fait penser aux démos qu'on avait dans les jeux vidéo. Ça se fait de moins en moins maintenant, mais ça existe encore un peu. Les démos de jeux vidéo, ben moi ça m'est arrivé dans mon enfance, à l'époque où il y avait beaucoup moins de jeux, qu'un CD de démo avec certaines démos, ben c'était, pour moi c'était le jeu quoi, parce que j'avais pas les moyens d'acheter le jeu, et en fait je jouais la démo en boucle, et j'y trouvais beaucoup de plaisir, et j'ai comme ça des souvenirs de jeux qui étaient que j'ai jamais fait en entier parce que j'avais que la démo. Et voilà, donc je pense que c'est vraiment chouette d'avoir des kits de démo. Faites-en, lisez-en, jouez-en, parce que je pense qu'il y a, voilà, je trouve que c'est vraiment chouette. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre. Voilà, si vous êtes intéressé, si vous lisez l'anglais et que vous avez envie de découvrir la version complète, que je n'ai pas encore lue, je pense que je vais m'y atteler pour voir s'il y a des choses intéressantes à ajouter avant que je fasse une version donc du kit démo. À noter que si vous avez fait partie, enfin si vous avez
fait un don pour des différents bundles qu'il y a eu sur Itch.io. En l'occurrence, moi, c'était sur le Transrite in Texas. Eh bien, vous avez peut-être déjà le jeu en fait sur un des bundles. Je crois qu'il s'est retrouvé plusieurs fois dans des bundles, en l'occurrence celui-ci. Donc ça se trouve, regardez, vous l'avez peut-être déjà. Il coûte sinon 25 dollars. Et alors, c'est très très joli. Il y a des belles illustrations. Je vous recommande vraiment aussi la version complète. Le jeu est magnifique. Il y a vraiment des super chouettes illustrations. Voilà, et puis bah, si vous êtes intéressé aussi, n'hésitez pas à aller voir les autres jeux de J-Dragon, notamment son dernier qui s'appelle Yazeba's Bed and Breakfast, pareil qui n'a pas été traduit. Il me semble qu'il y avait un kit démo qui était en cours de traduction par Nimael, il me semble. Il faudra que je lui demande où ça en est, si c'est sorti ou si ça va sortir. Ce serait vraiment chouette parce que je crois que c'est un jeu qui est très prometteur aussi. Et puis je vous invite aussi à aller voir les jeux de Melville aussi, qui est très talentueuse et qui fait des jeux super chouettes à l'image de cette jolie traduction et de cette jolie mise en page du kit de démo de Wonder Home. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Je pense que je vais vous laisser là pour ce soir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vais rester peut-être un peu en live quelques minutes pour ceux qui sont encore là. Et puis sinon, bah, je vous retrouve je sais pas encore en fait. Pour l'instant, j'ai pas encore de planning prévu exact de ce que je veux faire comme live. J'ai plein de choses de prévues. J'ai envie de faire voilà, j'adore commenter des jeux. On verra bien si ça vous plaît. Peut-être que pas du tout. Mais si ça vous plaît, si ça vous intéresse, moi j'ai très envie de lire des jeux, de les commenter, de les analyser. Je trouve ça passionnant. Je pourrais le faire aussi sur mes propres jeux. J'aimerais bien justement parler de mes propres jeux, donc vous dire par exemple où j'en suis de mes jeux actuels, notamment Aori qui est mon projet actuel sur lequel je bosse le plus, que j'espère sortir courant février. J'ai déjà fait, non, j'avais fait un live mais je l'ai pas mis en replay. Je pense que j'en referai un mieux dans quelques temps pour faire une sorte de journal de bord, vous expliquer un petit peu la jeunesse du projet, etc. Et puis j'ai plein d'idées. Peut-être techniquement je sais pas encore si c'est possible, mais j'aimerais bien faire des interviews, parler de certaines choses, peut-être faire des tutos aussi, parler de certaines choses, peut-être d'Affinity Publisher, le logiciel que j'utilise pour faire mes mises en page, parler de Google Doc que j'utilise pour faire la rédaction, de tout un tas d'outils que j'utilise. Moi je suis pas professionnel, mais je pense que ça peut être des expériences vraiment intéressantes, puis peut-être échanger et voir aussi les limites aussi de ces outils ou comment on peut aller plus loin. Et puis peut-être voilà, justement interviewer des gens pour en parler, parce que je suis pas forcément la meilleure personne pour parler. Si on parle de maquette, j'aimerais bien inviter quelqu'un qui est graphiste par exemple. Voilà, j'ai plein d'idées. Voilà. Ah, John Dory nous dit Twitch est pas toujours facile à attraper en live, mais c'est bien tombé et c'était super agréable ce soir. Bah, merci beaucoup Dory, vraiment ça me fait très plaisir. Bien, j'espère qu'on se retrouvera une autre fois et comme je le dis, de toute façon, les vidéos seront toujours en replay, à moins qu'il y ait des gros ratages techniques, mais je me laisse la possibilité de ne pas mettre certains lives si je vois que c'est pas regardable, mais sinon vous pouvez partir du principe qu'il y aura toujours des replays. Et voilà, je vous retrouve très bientôt, je vous tiens au courant de la suite. Merci pour tous ceux qui m'ont suivi en live, et puis merci à tous ceux qui ont regardé jusqu'au bout en replay, ça me fait très plaisir. N'hésitez pas vraiment à me laisser un commentaire, je commence tout juste les lives, donc j'en suis vraiment au point où le moindre petit commentaire, le moindre petit encouragement est très précieux. Si vous pouvez aussi partager les replays, enfin vous connaissez tout ça, hein, les abonnements, les partages, etc. Ça me ferait vraiment très plaisir si évidemment vous avez apprécié ce que je vous propose. Voilà, à très bientôt, bonne soirée.